En direct du Voici. C'est quand même bon. T'es assez... Je pense que ça fait... c'était hyper radio. Ah ouais, non, c'est assez... Tu sais, ils cherchent du monde au 98.5, je pense. Peux-tu isoler cette affaire-là pour l'envoyer en audition au 98.5? Oh, ben je vais envoyer au complet. Ouais. Au complet? Ben oui. Ben, je pense que c'était mon moment fort, ça, par exemple. OK, juste ça? Ouais, en direct du Voici. En direct du... T'es-tu commandité par PlayStation ou par les Raptors? On dirait que c'est plus clair. Là. T'as trop de... Ouais, non, je suis même pas un gamer en plus. Je trouvais que le chandail était beau. Ouais, il est beau. Puis la casquette, je trouvais la casquette belle, mais je suis vraiment un fan des Raptors. Mais j'ai pas tant embarqué dans le bandwagon à cause de l'année passée. Fait que t'étais fan des Raptors, mais quand ils ont gagné, t'as décroché pendant ce bout-là. Non, j'étais vraiment dedans l'année passée, ça avait pas de sens. Mais là, cette année, je te dirais que j'étais encore plus dedans parce qu'ils ont perdu leur joueur MVP, que tout le monde fait comme sans lui, ça va être de la crap. Mais cette année, ils ont une fiche de 12-4, puis ils sont tellement bien coachés. Il y a Pascal Siakam, Fred VanVleet, Drake qui est là, qui était bien excité qu'ils ont gagné contre les 76ers avant-hier. Ouais. Puis Drake était... Je pense qu'il y avait une petite érection. Ben, d'après moi, j'ai pas... Tu as-tu les érections de Drake, toi, Pierre? Les érections de? Drake. Ben oui, j'ai une collection. OK. J'en ai plein chez nous sur mon photos? Ah ouais, ben, des photos qui transforment en pâte à modeler. OK. Il y a son voisin, c'est un sculpteur. Exact. OK. Puis il fait, tu sais, là, les statues, on voit des queues des fois. Juste ce bout-là. Je devrais mettre ça sur mon terrain en avant. Mais juste Drake. Drake bien bandé. Sur mon terrain. J'étais allé récemment là, chez une amie qui a un petit gars de genre 2 ans et demi, puis il voulait absolument que je fasse de la pâte à modeler avec lui, puis je suis vraiment pas manuel pour du petit bricolage. Tu dois être meilleur que lui, pareil. C'est serré. Comparable? OK. Mais vu qu'il est dans sa phase anale, j'ai fait un lion qui fait caca. Avec c'est très édifiant, Pierre, attention. Mm-hmm. Fait que le lion, évidemment, c'est la pâte à modeler jaune et le caca, c'était la pâte à modeler. Quelle couleur, selon toi? Moi, je vais dire vert. C'est le référent que tu as quand tu regardes tes selles? Ben, c'est que moi, c'est que de la diarrhée. Ah, OK. Puis tes diarrhées sont vertes? Ben, c'est brun puis du sang. Ah, OK. Tout va bien. Ouais, fait que c'est pas vraiment vert. Tout va bien. Je sais pas comment mélanger mes couleurs. Hey, excusez, Mike, tu peux-tu te baisser une petite mini-affaire? On dirait qu'il y a juste genre 2 cheveux qui dépassent dans le shot. OK, mais j'aime ça. Je veux être le mâle alpha du show. Là, c'est parfait. Yes. Là, c'est trop bas, là? Non, c'est parfait. Yes. Désolé, je vous ai coupé. Ça va super bien. Je suis arrivé serré aujourd'hui, vu que j'avais mis mon cadran à 9h le matin parce que je voulais me laver avant de sortir en public. Et je me suis réveillé, puis là, je voulais dormir 15 minutes de plus. Puis tu sais, mon snooze, il est juste 9, puis j'ai fait, c'est pas assez. Je vais mettre mon cadran puis là, j'ai fait, non, je vais mettre 20. Fait que là, j'ai mis mon cadran 9 et 20, mais PM. Puis là, je me suis réveillé comme à 9h40, puis j'ai fait... J'ai mis mon cadran à quelle heure, est-ce-tu? Puis là, j'ai vu, c'était PM. Mais est-ce que Marie savait que tu devais quitter? T'aurais-tu réveillé si t'avais comme continué à passer tout droit? Ou? Non, Marie, elle se lève plus tard que moi. T'sais. Ah, OK. Ouais, Marie, elle se lève Elle se lève vraiment tard. Ah ouais? Hey, mais est-ce qu'elle se couche si tard que ça? Ou? Non, mais Marie adore... Tu sais, mettons... le temps. Non, mais mettons, moi, d'habitude, je me lève à 11 midi, puis elle se lève 10 minutes après moi. Puis qu'elle n'aime pas le bruit dans la maison. Si quelqu'un se lève à 7 h le matin, elle va se lever à 7. Mais si elle est avec quelqu'un comme moi qui dort jusqu'à 2 h l'après-midi, elle dort jusqu'à 2h10. OK, fait que le petit 10 minutes de plus, elle fait-tu des petits trucs un peu coquins? Ou? Je sais pas. C'est son petit espace privé? Ouais, j'entends juste un vibrateur fort, puis un cri de lutte. Puis j'entends enfin, il est parti. Il dit, c'est ça que ça me prend! Mais j'ai vu que je suis plus en dépression. Tu sais, ça fait un bout, je sais que je suis plus en dépression. Mais j'ai vraiment eu une confirmation un matin. C'est que moi, tu sais, pendant ma dépression, peu importe ce que je faisais, j'étais jamais fier. Tout était de la merde. Mm-hmm. Tu sais, même quand j'ai gagné Olivier de l'année, j'ai fait...
tu le tu sais, j'étais comme, tu le mérites pas, le monde taillis, ils font juste ça pour s'excuser. puis là, aujourd'hui, je me suis réveillé en retard, puis là, c'était le jour du recyclage. Fait que là, je sors le recyclage. Mon voisin Alexis avait mis des boîtes à côté de son recyclage. Puis j'ai fait, j'ai plein de boîtes dans le sous-sol. Je suis descendu dans le sous-sol. J'avais 4000 boîtes. Fait que là, je les ai toutes mis une en dedans de l'autre. Je les ai sorties. Puis un coup qui étaient toutes sorties, je les ai regardées pendant comme 2 minutes en faisant. Hein? Christ a bien fait ça. J'étais fier de moi et de. Asti, il y a 150 boîtes, mais on dirait qu'il y en a juste 17. Parce que t'es bien cordé. T'es pas plié comme tout le monde fait. T'es allé de la grosse boîte. Je faisais, tu sais, comme des poupées russes. Okay. Avec des boîtes d'Amazon. Puis ça, c'était une fierté pour toi. Petite fierté. Quand même. Ah ouais. Ben, je les ai pas vus, mais t'aurais dû le mettre dans tes stories. J'aurais dû. Sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis après, je suis rentré en dedans. Puis je suis ressorti dehors pour vérifier encore ma job. Puis il était déjà passé. Fait que là, j'étais encore plus fier de moi vu que j'ai fait « Oh, Chris », 1 minute plus tard, puis j'avais pas le temps. Ben, penses-tu que t'étais-tu un peu déçu? Le fait qu'ils aient ramassé vite, ça veut dire que les autres n'ont pas pris le temps de les admirer non plus ben longtemps. Bon, les admirer à dompe. Ouais, mais peut-être ça a chamboulé tout ton beau setup. Je pense pas. Il était tellement parfait. Ils ont dit faut le garder de même. Quitte à faire un voyage de plus. Je pense qu'ils ont envoyé un pick-up pour venir le chercher, juste pour individuellement. Ça bouge pas. Ouais. Okay. Une boîte à la fois. OK. Ouais. Ben, la prochaine fois que je vais aller chez vous, c'est sûr que je vais porter attention à ça. Yes. Hey, on a plein de questions. Ouais, effectivement. Tu veux-tu... on fait-tu t'en lis une, j'en lis une? OK. Ben là, vu que j'ai peur de perdre, de changer de page, c'est parce qu'il y a sur Twitter, il y avait un gars qui m'avait écrit puis qui m'avait posé une question. Puis j'ai dit, m'avait demandé sur Twitter, mais je trouvais un peu long de répondre. Des fois, tu es limité en caractère sur Twitter. Fait que j'ai dit, on va y répondre au prochain podcast, puis je m'en suis rappelé. Est-ce que je t'ai lu? Ben oui. On est là pour ça. Fait que si tu m'avais dit non, j'aurais été comme heurté. Mathias Godreau. Je le connais. Pour vrai? Ou? Ouais. OK. C'est quoi son username? C'est Big M. Big M, non, c'est @MattGod. MattGod? Mais pas G-O-D, G-A-U-D pour Godreau. OK. Hey, Jean-Thomas. On voit qu'il se crisse de toi, visiblement. Hey, Jean-Thomas Jobin, tu dois avoir cette question-là souvent, mais comment quelqu'un se lance dans les podcasts au Québec? Je me demande quelles sont les premières étapes pour se faire connaître et avoir ses premiers invités. Si @MikeWardCA et toi avez déjà répondu à cette question, je m'excuse, mais sinon, pouvez-vous y répondre, quelque chose comme ça. Mais je trouvais que c'est une bonne question parce que c'est vrai que des fois, les gens... Ça semble compliqué pour le monde, puis c'est l'affaire la plus simple. C'est vraiment simple. Ouais. Mais peut-être que lui aussi, c'est dans le levier comment tu fais mousser tes affaires puis comment tu deviens populaire. Ouais. Fait qu'on peut répondre aux deux peut-être. Mais... Parce que pour la création, c'est que tu demandes à Yann ou Pierre de te filmer puis tu fais « mets ça en ligne! » Puis après, t'embarques dans ta Tesla puis tu t'en vas regarder ton recyclage. Puis tu t'en vas checker ton nombre de téléchargements. Puis tu fixes l'ordi en faisant « oh, ça grimpe pas vite! » Tu vas sur le boulevard, tu vas sur de Maisonneuve, tu regardes ton gros billboard. Il est encore là, hein? Non, ils l'ont enlevé avant hier. Ah oui, avant hier? Ouais. Parce que t'as arrêté de payer? Non, j'ai juste payé pour 3 semaines, puis ils l'ont laissé 5 mois et demi. Peut-être que pour vrai? Ouais. Pierre-Carl a passé. Parce qu'ils ont oublié. Non, je pense, vu que ça faisait quasiment une annonce pour leur billboard aussi. C'est drôlet. Ouais, drôlet. Mais tu sais, parce que c'est juste écrit, moi aussi, je suis capable de me payer des affiches. Fait que, tu sais, ça leur fait une pub pour eux autres, vu que le monde font. Chris, Mike Ward, ça, avec son podcast, est capable de payer une affiche. Je dois être capable, moi aussi. Nous, ouais. Mais t'as-tu calculé, grosso modo, c'était un cadeau de combien qu'ils t'avaient fait en le laissant là? Ben, ça me coûtait... Mais il me semble que c'était 5 ou 6 000 par mois. OK. Puis je l'avais envoyé, mais finalement, il fallait que je le change pour des questions légales. Puis, fait que 5 ou 6 000 par mois, puis ils me l'ont laissé comme 5 mois. Fait qu'ils m'ont donné un cadeau de 30 000, ouais. C'est quand même cool, tu sais. T'es rendu un gros fan de Québécois? Mais non, c'est pas Québécois. Ouais, c'est Outfront. Ah, OK. Ouais, Outfront qui est...
pas un compétiteur. Mais oui, un compétiteur à Québécois. Le Québécois, il est dans tout. Mais c'est pas des. C'est quand même beaucoup pour des émissions de télé à TVA, non? Non, pas celui-là. C'est pour ça que j'avais fait ce gag-là. C'est que d'un bord de la rue, c'est un panneau Outfront Media. Ouais. Puis de l'autre bord de la rue, c'est un panneau TVA. Okay. D'un bar, c'est que des pubs de TVA. Puis l'autre bar, c'est des pubs de Danone, whatever. Okay. Là, peut-être que j'ai... parce que je sais qu'au début, il y avait comme un gag qui était relié à Gino Chouinard. Fait que j'ai peut-être fait une association que c'était être censé à la place où il placardait les émissions de mais TV. c'est à côté. OK, ouais. C'est de l'autre bord de Maisonneuve. Oui, exact. Fait que je pense qu'on a répondu à Mathieu. Mathieu, je pense qu'il peut se partir un podcast sans problème. Non, mais pour vrai, moi, le conseil, tu sais, au début, si tu n'as pas de caméra vidéo, ou si tu n'as personne, un iPhone, là, ou n'importe quel téléphone intelligent, les micros là-dessus sont meilleurs que n'importe quel petit micro que tu vas t'acheter pour connecter sur ton ordi. Si tu fais pas de montage, tu peux juste t'enregistrer, puis après tu le mets, puis il y a une application que... mais si tu googles meilleure application de montage de podcast, tu peux faire le montage dans ton téléphone. Ah ouais? À limite, tu sais, ou sur ton ordi après. Tu prends juste, ça te prend un jingle de début, jingle de fin. Si tu veux être vraiment pro, mais c'est pas si nécessaire que ça. Puis après, il faut que tu aies un fil RSS pour le partager partout. Il y a Balado Québec qui fait ça, c'est gratuit. Il y a Feedburner, pas Feedburner, SoundCloud qui fait ça. Puis si tu googles comment partir un fil RSS, tu vas avoir tous les détails. Moi, à cette heure, j'ai une petite équipe, là, mais au début, je faisais... La première version de Sous-Écoute, c'est moi qui faisais tout de A à Z. Mm-hmm. Puis, je faisais des erreurs comme ça se pouvait pas, mais j'ai appris rapidement sur le tas. Puis, j'ai quand même un quotient intellectuel d'un chiffre. Là, mon docteur, il a dit 8. Moi, je pense que c'est plus du 9, 9,5, là, mais... Mais aussi, je pense que ça peut être intéressant de se trouver un angle. Ben, je parle, mettons, pour Mathieu ou quelqu'un d'autre qui se part un podcast, de trouver quelque chose qui peut-être soit un sujet ou... ça peut être pas obligé d'être des entrevues, c'est pas nécessairement obligé d'être humoristique, ça peut être sérieux, mais quelque chose qui est pas nécessairement entendu, c'est pas un sujet qui est surexploité en podcast. Je pense que ça peut être une bonne façon de se démarquer puis de capter l'intérêt des gens parce que tu parles de quelque chose dont personne parle. Ben, tu sais, tous les podcasts qui ont marché, c'est tout le temps ça. Tu sais, à la base, Sous-Écoute, c'est que moi, j'aimais parler avec des humoristes à propos d'humour, puis il n'y avait pas ça nulle part à télé. Tu sais, à la radio, il y avait des humoristes qui faisaient des chroniques, ou tu sais, à télé, il y avait des entrevues de quelqu'un qui comprend rien en humour, qui parle à un humoriste. Mais moi, je voulais des discussions, puis il n'y en avait pas. Puis, vois-tu, plus il y a des podcasts, plus ceux que j'aime sont ceux qui sont tellement niches que je fais « Voyons, tabarnak, je dois être le seul qui apprécie ça, tu sais. » Tu sais, comme... pendant un bout de temps, j'écoutais beaucoup Stone Cold Steve Austin, son podcast, qui est des entrevues avec des lutteurs old school, parce que moi, j'écoute pas la lutte depuis que j'ai 22 ans ou 17 ans. Fait que c'est des gens de Jake de Snake Roberts. Fait que c'est tout du monde que je connais. Je suis comme, voyons, tabarnak, enfin quelqu'un de pertinent. Mais ça se veut zéro humoristique. J'imagine qu'il y a des bouts drôles qui ressortent. Ouais, mais ça l'est pas. Mais puis j'aime Stone Cold parce qu'il est très... c'est un redneck, mais un bon redneck. Puis, tu sais, son podcast, son slogan, c'est « This is the podcast for the working man ». OK, mais... puis sinon, ben, c'est ça, en fait... je pense qu'on a répondu à la question, mais... Tu sais, moi, souvent, je remarque que... Je n'ai déjà parlé ici, mais... que quand c'est des podcasts plus humoristiques, j'aime ça quand il y a le visuel. Mais quand c'est des podcasts qui se veulent soit informatifs ou d'enquête ou des documentaires audio sportifs ou comme moi j'écoute beaucoup 31 Thoughts de podcast qui est un complément audio du blog de Elliot Friedman qui est un journaliste sportif que j'aime bien.
Ben, tu sais, il n'y a pas le visuel. Je pense pas. En tout cas, je l'écoute juste en audio dans l'auto. Mais c'est ça, tu sais, dans le sens que je pense qu'effectivement, quelqu'un, comme tu dis, quelqu'un qui veut se partir un podcast juste en audio, c'est vraiment plus simple. En visuel, tu rajoutes un niveau de... Puis, mais s'il veut le faire vidéo pas cher, là, il se prend 2 téléphones. Tu sais, il en prend un, tu sais, parce que les caméras sur... même un vieux iPhone, c'est meilleur que ben des caméras. Fait qu'une caméra qui filme, puis une autre caméra... un téléphone qui filme, un autre téléphone qui enregistre. Après, tu mixes les deux. Okay. Ou sinon, si tu le fais juste audio, moi, j'y conseillerais de le mettre sur YouTube, pareil, mais juste avec le logo de son show. Ou sa face. Ouais. Comme ça, le monde, mettons, tu sais, vu que, tu sais, il y a bien du monde, surtout au Québec, tu sais, ben, aux States, il y a bien du monde qui écoute les podcasts sur YouTube à cause de Joe Rogan. Puis au Québec, tu sais, vu que sous-écoute est plus vidéo qu'audio, on dirait qu'on a créé une mode ici de regarder les vidéos, de regarder des podcasts, mais c'est pas nécessaire. Ben, tu vois, en route, excuse, je t'ai coupé, vas-y. Non. OK, bon, on arrête. Non, la chicane est pas Ça finit. Bon, OK, all right. Il y a un beef, là. C'était le dernier. Bon, ben, c'est donc. Les phrases se sont chevauchées puis il a tilté. Pas trop, là. Je suis capable de prendre la critique, là, mais... Il y a des limites. J'ai dit, je t'ai coupé, je m'excuse. Ouais. Techniquement, je suis repentant, il est fâché. Mais tu l'as dit trop tard. Tu l'as dit trop tard. Il y a eu de la peine avant. La vitrine était passée. Il y a eu le temps d'avoir de la peine, fait que là, il était trop tard. Mais je remarque qu'en route vers Survivor, je suis allé voir les stats ce matin, puis en ce moment, c'est à peu près du 4-1 visuel versus audio. Là, comme le dernier épisode, il est rendu autour de 9500, puis il est à 2300 audio. Fait que c'est un peu un rapport du 4-1. Au début, c'était beaucoup plus juste visuel ou juste vidéo, mais là, on dirait que le monde, il développe l'habitude ou peut-être qu'ils ont... De s'abonner puis de recevoir des notifications quand il y a un nouvel épisode qui sort. Mais je pense quand même qu'il y a un défi, pas juste pour Mathias, mais pour quelqu'un qui écoute en ce moment puis qui a la même question que Mathias, c'est de comment... tu mousses ton truc, comment tu te fais connaître. Ben ça, je pense que c'est le bouche à oreille puis c'est les réseaux sociaux. Oui, le best, c'est le bouche à oreille. Puis aussi, il ne faut pas être pressé. J'ai remarqué, tout le monde est tout le temps trop pressé. Tu sais, ils font « Hey, j'ai une idée pour un podcast, comment je le fais? » Là, tu l'expliques. Puis là, la première semaine, ils sortent, ils écoutent, ils font « Ouais, c'est pas mauvais. Ouais, c'est bon. » Là, deuxième semaine, ils regardent les stats, ils font « Comment ça, si j'ai pas 28 millions qui m'écoutent? Troisième semaine, ils font de la merde, ça marchera jamais. J'abandonne. Mais ça prend 3 ans avant de vraiment... installer une régularité. Ouais, puis aussi que le monde comprenne exactement le pattern. Tu sais, mettons, même sous-écoute, Chris, je pense... Il y a une petite batterie qui va sauter. On est 2 autistes ici, avec les petits bruits, c'est choquant. T'es-tu en train de te faire du popcorn au micro-ondes? Moi, j'avais un petit creux. Mais c'est comme dans un épisode de 24. Ouais. On devait... La sonnerie de 24. Nous sommes là. Nous sommes là. On est-tu revenu? On est là. On est live. OK. Yes. Fait que merci de nous avertir qu'on revient. Non, moi, je suis parti. Tout a explosé. Tout a explosé. En ce moment, tout le monde nous entend? Ça a été long parce qu'on est tous allés se laver. C'est ça. Ben, c'est ça, il y a des débris. Puis, oui, c'était dégueulasse. Mon coude, la peau pendouille, là. Mais c'était magique que ça a chié pendant qu'on expliquait à quelqu'un à quel point c'est simple faire des podcasts. Pour vrai, ça, c'est une affaire, là, que les lives, ça chie beaucoup. Tu sais, Yann, mettons en bas, là, les 20 premiers lives, ils ont pas mal tout chié. Ah ouais? Ouais. Même, il y en avait un moment donné, quand on avait eu... J'avais fait installer un asti de gros kit. Ça nous coûte 300$ pour l'Internet, juste pour sous-écoute. Ah ouais, OK. Puis je venais de faire installer ça, puis j'ai fait à 300$ par mois pour 2 enregistrements. Tu sais, on a du bandwidth en esti. On l'a mis, puis vu qu'on avait... La première fois qu'on le faisait, je l'ai mis pour tout le monde. Ça a chié après 5 minutes. Et là, Yann, il a fait le reste en utilisant son téléphone comme
comme genre comme personal hotspot. Là. OK. Fait que là, j'étais comme, tabarnak, pourquoi je paye 300$ par mois si ton iPhone il est plus fiable? Mais est-ce que l'enregistrement, dans le sens que le live chiait, mais est-ce que le l'enregistrement live chiait, comme tel fonctionnait? Mais sur en bas, on a... on a perdu une couple d'épisodes au début, puis là, on a 3 ou 4 backups d'audio, puis on a 2 backups de vidéo. OK, pour fait être que sûr si ça chie... T'es correct. Ouais, parce que c'est arrivé, dans le temps que j'étais en dépression, puis là, j'étais comme, Chris, il faut que je fasse 52 sous-écoutes par semaine. J'ai pas l'énergie d'en faire 58. Ouais. Je comprends que c'est... Mais là, ça va... Penses-tu que là, ça va te recrisser en dépression, cette affaire-là? Ben, peut-être. Là, au moins, j'ai mon recyclage. Achète une douzaine de backups pour le studio. Le studio est moins important, quoi. Ouais. Mais là, par exemple, je comprends pas. On a... Ouais. C'est des batteries... C'est des batteries de secours. Les batteries de secours, que s'il y a une panne de courant, c'est ça qui nous sauve. Exact. Là, c'est eux autres qui ont tué... Oui, qui ont tué le live. Ça s'est mis à biper. Puis je regardais un peu, je me suis penché, puis ça a fait... On a présumé notre décès. Moi, je pensais que c'était la fin, mais en même temps, j'étais comme... J'ai quand même vécu un bon bout. Là, j'ai fait mon temps. Tu as vu une petite lumière? Ou... J'ai pas eu une petite lumière, mais je me suis dit, si c'est ça la fin, quelle belle fin. C'est une belle fin. En même ouais. temps. Mais t'es ici le restant de ta vie, là, OK. par exemple. OK. Il y a ça. C'est comme une éternelle boucle à partir de maintenant pour moi. Maintenant, oui. OK. Bon, ben, coudonc. Fait que c'est ça. Je suis en bonne compagnie, pareil. Ouais. Ben ouais. Hey, je vais aller... Tout ça pour dire que c'est vraiment simple de faire des podcasts. Très simple. D'un point de vue technique, c'est... Mais pas live. Moi, je conseille au monde... Commencez pas ça live. Commencez pas ça live. Et quand c'est live, c'est ça. Tu sais, comme je trouve les podcasts sont en train de... Tu sais, il y a bien du monde qui écoute plus les podcasts que la télé ou la radio, mais on n'est pas rendu au point qu'on peut remplacer pour en tout cas le live. Ouais. Tu sais, ça serait ordinaire, tu sais, si on faisait, hey, pendant les games de hockey, on va commenter live, tu sais, puis là, on revient 1 heure après. Ouais, c'est ça, finalement, les Flyers ont gagné, je pense. On n'avait pas de courant, mais... On présume. J'ai vu le monde sortir de la cage au sport, il y avait de l'air triste. Fait qu'on les Canadiens ont sûrement perdu. Probablement 5-4, peut-être 2-3, 3-6, je ne sais pas. Hyper flou. Hey, j'ai une question de quelqu'un. C'est ça son surnom? Qui s'appelle Joe Dirt. Dirt. Yes, c'est un film un peu ordinaire d'il y a 15 ans. Joe Dirt veut savoir qu'est-ce que Mike pense de l'humour de Billy Karaoke et est-ce qu'il va le recevoir sous écoute. Moi, c'est drôle, tu sais, ça fait 2 fois que le monde m'envoie des questions à propos de Billy Karaoke. Puis la dernière fois, c'était un autre gars qui avait écrit « Asti, il faut que tu invites Billy Karaoke au podcast, ça serait malade. Asti, moi, je regarde tout ce qu'il fait, puis il est écœurant. » Puis j'y ai répondu « Va voir épisode, mettons, 126. » Il est venu à sous-écoute, Billy Karaoke. OK. Tu sais, fait que... puis il avait été bon. Il avait été super bon. Fait que... Il était jumelé avec qui? Il était avec Alex Roof. OK. Puis ouais, c'était bon. Je vais sûrement le réinviter. J'ai fait un show avec. J'ai fait la première partie à Jerry Allen. Puis lui faisait l'entraque, puis il a tout arraché. Ah il ouais? a tout arraché. Vraiment, là. Tu sais, ouais. Moi, Mais qu'est-ce qu'il fait au juste? Y a-tu comme un angle précis? Il fait du karaoké. Okay. Il fait du karaoké, c'est funny. C'est comme, mettons, tu sais, comme si Mario Rock, ou tu sais, c'est un personnage qui chante. Julien Bernatchez. Ouais. Ben non, mais tu sais. Version plus dynamique. C'est un personnage qui chante. Fait que c'est le fun, mais il faut aimer les personnages, tu sais. Ouais. Mais il est vraiment efficace dans ce qu'il fait. Puis il avait été bon au podcast. Il était-tu venu en personnage? Non, il est en lui-même. Le monde en personnage au podcast, c'est tout le temps un échec monumental. Ouais, c'est rare. Là, tu veux-tu une question ou j'en ai une? Vas-y donc, parce que je vais retracer celle que je voulais. Là, c'est une question de 1, bottin, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Je suis assez d'accord. Est-ce que, selon vous, comme Howard Stern, certains humoristes auraient dû arrêter leur carrière avant?
Là, on va partir sur une vingtaine de noms. Ben, moi je voulais plus partir sur Howard Stern. J'ai pensé à Howard Stern un matin. Moi, en regardant mon recyclage, je pensais aux belles années de Howard Stern. Mais moi, je capotais sur Howard Stern. Et Howard Stern, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il y a eu comme 10 ans qu'il a essayé de devenir grand public. Puis là, on dirait qu'il est redevenu ce qu'il était à l'époque. Puis la raison pourquoi je pensais à lui, je pensais à... On dirait... Tu sais, moi, quand je m'étais abonné, quand il est arrivé à Sirius, c'était le futur de la radio de l'époque. Mais c'est un futur qui était pas long. Puis, tu sais, Sirius est arrivé... Puis 2 ans après, les podcasts ont commencé à être big. Fait qu'Howard Stern, quand il a fini son contrat de 5 ans, s'il avait été plus wise, il aurait fait le switch vers les podcasts. Puis là, je pense qu'il est trop tard pour Howard Stern. Il essaye de revenir à qu'est-ce qu'il était, mais je pense que la game a trop changé. Puis... C'est-tu quand il est devenu juge, penses-tu que c'est là qu'il ouais, est comme... c'est vraiment ça qui a tout scrappé. Il a voulu trop, justement, devenir plus mainstream. Ouais. Puis aussi... Avant, tu sais, à l'époque qu'il est devenu juge, avant d'écouter Howard Stern, aussitôt qu'il parlait de quelqu'un de connu, il chiait sur tout le monde. C'est tous des hosties de cons, c'est tout du monde qui veulent juste être connus pour être connus, puis c'est des mardes. Puis après, aussitôt qu'il est devenu juge, il était comme « Hey, je suis allé au chalet de Jimmy Kimmel, c'était bien le fun, il y avait Robert Downey qui était là. » Fait que là, tu sais... T'es habitué d'écouter un gars qui chie sur tout le monde. Que il là, est un peu feel-good. Puis... Ouais, que là, il est... Tu sais, en plus, la thérapie, je pense, a vraiment marché pour lui. Puis il a marié une femme qu'il aime pour vrai. Fait que le bonheur, il va pas bien. OK, ben non, mais il va c'est peut-être vrai. bien à l'intérieur de lui, mais point de vue... Non, ouais, humainement, je suis sûr Howard Stern est super heureux. Mais moi, à radio, c'était dégueulasse. C'est comme, mettons, tu sais, Yann. Moi, j'aime beaucoup Yann. Mais Yann, tu sais, il me disait en fin de semaine qu'il veut arrêter de se fâcher. Puis j'ai fait... Chris, c'est ça que le monde aime, tu sais. Ouais. Tu veux pas un Yann zen. Tu veux un Yann fâché de... Pourquoi, tu sais? Un Angry White Yann. Un Yann serein. Ouais. Ça va pas sa couleur. Ah ouais, ben oui. Daphné Sorel-Coupal. Sorel-Coupal, je sais pas si ça vient de Sorel ou Sorel, c'est le nom de famille de Sorel. Non, ou c'est serait-elle coupable? Peut-être c'est un jeu de mots. OK, puis qu'on comprend pas, ouais. que ça se peut. Daphné serait-elle coupable? Ou c'est peut-être vraiment son vrai nom. Puis là, nous autres, on fait clairement un jeu de mots, il n'y a personne qui a un nom innocent de même. Non, mais c'est pas une question humoristique, donc je me dis que d'après moi, c'est son nom. Non, c'est son vrai nom. Ouais, je m'excuse, mais c'est juste Daphné, tu sais, les dernières questions, tu sais, il y a Tizoun la bisonne, il y a un bottin c'est bien, mais 2 c'est mieux. Amsus le bat. Ouais, fait que tu sais, là, dans ma tête, c'est que des jeux de mots innocents. Donc, elle demande, pour le prochain épisode, j'aurais une demande spéciale. Pourriez-vous aborder l'humour noir? Je serais très intéressé à recevoir différentes perspectives sur le sujet. Je me demande quel est l'état actuel du genre. Connaît-il une vague de popularité avec les avalanches de spéciaux sur les plateformes ou streaming? Ou à l'inverse, est-il victime d'un désintérêt généralisé en raison du climat social tendu et d'une tendance au politically correct qui régit les médias? Classifiez-vous Louis C.K. dans cette catégorie ou l'humour noir s'agit-il davantage de matériel à la Jimmy Carr Formula Liner? Quel type de public cet humour rejoint-il? Des angry white men qui ne comprennent pas le deuxième degré ou des gens relativement conscientisés? Tabarnak, elle fait-tu une thèse? C'est une thèse. En fait, elle rode sa thèse. Pour vrai, là, moi, j'ai perdu... Ben, ça, c'est moi, là, mais... Non, mais je trouve j'ai peut-être mal lu. Mais je pense que j'ai quand même... Non. Mais je trouve la question est quand même pertinente. Ouais, de disséquer un peu l'humour noir. Moi, je pense que l'humour noir est en santé en ce moment. Il y a eu une couple d'années que c'était weird. C'était weird vu que je pense que les humoristes qui faisaient de l'humour noir ont eu peur de ce qui pouvait leur arriver. Puis le public, le monde qui aimait l'humour noir, il y a eu une période qui avait peur de se faire juger. Puis là, je pense que c'est redevenu comme c'était. Mm-hmm. Mais Louis C.K. n'a jamais été dans l'humour noir, vraiment. Un peu. Des petits numéros. Ouais, son humour, of course, but maybe, il y a quand même des gags assez trash là-dedans. Mais tu sais, c'est un peu de l'humour noir, Louis, tu sais.
Même chose, Parce mettons, qu'il y a beaucoup d'autodérision. Bill Burr, même chose, Chappelle. C'est pas vraiment de l'humour noir, mais c'est considéré comme de l'humour noir dans le climat qu'on vit. Ouais, ouais. Parce que tu vois, moi, mettons, je me rappelle du matériel de Louis C.K., puis il y a peut-être des segments plus dark, mais il y a beaucoup aussi d'autodérision, de moquerie comportementale. Donc, il y a des touches d'humour noir au travers de son humour, mais Jimmy Carr est un peu plus Jimmy Carr, Jeselnik. Jeselnik, lui, ça peut difficilement... Je trouve qu'Anthony Jeselnik est plus trash que Jimmy Carr à cause... les liners sont peut-être équivalents de point de vue trash, mais l'attitude scénique de Jeselnik, je la trouve un petit peu plus tueur en série que Jimmy Carr. Jimmy Carr a quand même parfois un petit clin d'œil dans le regard ou dans... Il reste dans son personnage, mais il en sort un peu plus où son personnage est un peu plus sympathique, un peu plus enrobé que Jeselnik, que c'est comme tabarnak. On dirait qu'il n'a aucun amour pour son public. Jeselnik, c'est le seul humoriste. Moi, souvent, je dis au monde, il n'y a rien de pire qu'un humoriste trash qui essaye d'être trash. Moi, j'aime l'humour noir, mais j'aime pas ça quelqu'un qui écrit en faisant ça va choquer. Puis Jeselnik, c'est le seul qui écrit pour choquer, mais que c'est drôle parce que il t'amène tellement dans une direction que tu t'attendais pas. Ouais. Puis c'est tellement trash qu'on dirait que ça devient comme... OK, c'est volontaire, mais c'est tellement volontaire, puis c'est tellement trash qu'on dirait que ça devient... pas acceptable, mais dans le sens, ça devient sa proposition. Vois-tu, on vient de parler de deux gars de liner, mais c'est pas juste... tu sais, l'humour noir, c'est pas juste du liner. Non, c'est pas juste du liner. Effectivement. Vois-tu, tu sais, comme Andrew Schultz, tu le considères-tu comme de l'humour noir? Je le connais pas. OK. Je ferais pas semblant. Fait que j'ai une meilleure culture humoristique que toi. Je pense que c'est même pas un débat que t'as une meilleure culture humoristique. Mais il y a une autre question sur l'humour noir ici, qui vient de... Puis je connais pas ce gars-là. Ça vient de Titus Legend ou Titus Legend. C'est-tu un petit jeu de mots, ça aussi, ou on sait pas? Je ne sais pas. Connaissez-vous Jérémy Ferrari, humoriste français qui fait de l'humour noir engagé? Et que pensez-vous de l'humour noir engagé en général? Moi, j'adore l'humour noir. L'humour noir engagé, généralement, je trouve ça mauvais. OK. Ouais, en général. Il y en a de l'humour noir engagé que j'aime, mais là, tu sais, asti, tu sais, choque-moi ou juge-moi, mais pas les deux. Tu sais, dans le sens que il y a beaucoup de zones grises parce que l'humour gris engagé. D'une certaine façon, par moment, Yvon Deschamps faisait de l'humour noir engagé quand même. Ouais. Peut-être pas, à savoir peut-être un peu plus social, mais c'était engagé et son propos était parfois noir pour contraster avec son opinion. Donc, mais c'était tellement bien fait, puis son personnage était tellement catché, même si à l'époque, il a froissé quand même. C'était un personnage tellement catché puis tellement clair pour moi que tout ça, pour moi, c'est ça qui faisait la saveur puis l'intelligence de son propos puis de sa façon de l'exprimer. Mais moi, je pense, on dirait, j'aime pas... j'aime l'humour engagé, mais je déteste le monde qui se disent engagés. Ah ouais, c'est ça. Moi, je fais de l'humour engagé, t'es comme, hey, là, tabarnak, là, c'est à peine de l'humour, ce que tu fais. Ouais, non, je suis tellement d'accord. Des fois, je trouve que ça devient plus des éditoriaux. C'est comme s'il n'y avait plus d'humour, c'était le propos au-delà du contenu humoristique. Puis là, pour moi, ça devient comme, mais tu sais, j'avais déjà, je pense que j'ai déjà parlé de ça ici, tu sais, des fois, l'art engagé attire des gens qui pensent comme toi, puis là, dans ton show, c'est pas juste obligé d'être de l'humour, mais ça devient comme incestueux de... Tu convaincs personne, tu sensibilises personne, parce que les gens qui viennent te voir, ils pensent exactement comme toi, donc ça devient un peu comme crier « Go Abs Go » au Centre Bell, tout le monde sont d'accord. Puis tu fais juste radicaliser. Ouais. Fait que, tu sais... Mais quand Daphné Sorel-Coupal dit que... c'est vrai quand même que à l'ère des réseaux sociaux, il y a... Tu sais, comme moi, mettons, dans mon show, je fais pas de l'humour noir, mais j'ai des gags un peu plus trash, mais je pense que, vu que j'ai pas un humour trash à la base, mes gags
un peu trash le deviennent beaucoup pour moi. Fait que ça fait comme un contraste avec ce que les gens sont habitués de moi. Ça fait comme du contre-emploi. Mais il y a des gags que je trouve vraiment drôles, que je ferais pas sur les réseaux sociaux, mais que je fais sur scène avec mon public qui vient me voir puis qui comprennent avec mon sourire en coin que je le pense pas vraiment ou que c'est juste du contre-emploi puis de l'exagération puis que ça fait absolument pas avec moi. Mais le ton est comme bien important. Je l'écrirais pas sur Twitter parce que je ferais comme, bon, là, ça va être mal perçu. Le monde ne sera pas dans le contexte. C'est pas nécessairement toute ta crowd. Il y a du monde qui peuvent être plus heurtés parce qu'ils viennent pas voir un show d'humour. Ils te suivent sur les réseaux sociaux, mais ça veut pas dire qu'ils veulent recevoir des liners. L'humour noir sur Twitter, ça marche plus parce que tu t'adresses à trop de gens. Ouais. Moi, c'est ça que j'aimais au début de Twitter. J'aimais vraiment ça parce que tu pouvais écrire des jokes pas possible, puis que le monde catchait que c'était de l'humour parce que c'était nouveau, fait que ça attirait juste le monde qui cherchait ça. Ouais. Puis là, aussitôt que c'est devenu tout le monde, ça serait comme, tu sais, une joke de pédophile est vraiment drôle. Une bonne joke de pédophile peut être vraiment drôle, mais pas devant tout le monde, pas n'importe qui. Ouais, tu sais, dans des funérailles d'un enfant qui est mort parce qu'il s'est fait violer, ta killer, peut-être elle passe moins. Puis, tu sais, une joke sur Facebook ou Twitter, c'est comme crier ta joke à tout le monde. Tu sais pas qui est prêt pour ça. Mais dans un spectacle, surtout un spectacle d'humour qui est vendu un peu humour noir, même si ça ne l'est pas, le monde comprenne et accepte. Ouais. Mais Jess Selnick, il en parlait dans pas son dernier spécial, mais l'autre d'avant. Je trouvais ça intéressant quand il est arrivé à ce bout-là, qui est comme le dernier quart de son show. Il expliquait les gags qu'il a fait ses réseaux sociaux qui l'ont mis dans la marde, là, qui ont fait en sorte que son émission, je sais pas, c'est HBO. Mais lui c'est à cause de son affaire de Shark Party. Shark Party, mais il parlait aussi de son gag du marathon de Boston. C'était quelque chose comme à la lumière des événements d'aujourd'hui, there's some lines that can be crossed. Parce qu'il y avait des marathoniens qui s'étaient fait tirer au fil d'arrivée. C'était un gag qui est un bon gag, mais Chris, c'est assez violent. Ou quand il y avait eu la tuerie à Aspen, là. Pendant la diffusion d'un film au Colorado. C'était Dark Knight. Batman. C'était Dark Knight. La journée même, genre une heure après, il y avait marqué ça. Despite that, 3 petits points, how was the movie? C'est tellement... Fait que là, tu sais, moi, je me rappelle que quand j'avais écouté son show, j'étais allé retracer les tweets. Les tweets étaient effectivement encore actifs. Puis, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de love. Parce que je pense que le monde, il était comme, bon... Puis il le disait même dans son show... Quand il arrivait un événement dark, les gens allaient sur Twitter pour voir qu'est-ce que j'ai écrit ou qu'est-ce que j'allais écrire. Fait qu'il était comme stand-by. Fait que le monde était comme bien content. Mais il y avait quand même plus tard du monde qui le détruisait. Genre, ça n'a pas de sens de faire des jokes là-dessus. Ça vient d'arriver, donne-nous le temps. Moi, j'ai remarqué à l'époque là, que j'écrivais encore des jokes sur Twitter ou Facebook. J'écrivais une joke. Aussitôt que j'écrivais une joke heavy, la journée même, là, c'était like, commentaire, ha, meilleure joke de l'histoire. Là, j'étais comme, c'est bon. Mais c'était 2-3 jours après que là, le monde qui sont pas mon public tombe dessus. Puis là, c'était une montagne de merde. Ça spin d'une mauvaise façon. Fait que là, tu finissais par les déliter ou... Non. T'es laissé, mais j'ai laissé puis je répondais pas. Mais moi, il y a une affaire que j'ai... la raison pourquoi je pense que l'humour noir va survivre puis a encore sa place, puis j'avais Faf en fin de semaine, tu sais, au podcast, puis j'y disais, il faut pas donner d'importance aux mauvais commentaires sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, il faut pas que tu donnes d'importance aux bons commentaires sur les réseaux sociaux. C'est juste des commentaires. C'est comme si tu étais capable de lire qu'est-ce que le monde a dans leur tête. Puis tu sais, quelqu'un qui dit t'es le meilleur au monde, c'est cool, mais c'est pas vrai que t'es le meilleur au monde. Puis quelqu'un qui dit t'es une merde, c'est pas cool, mais c'est pas vrai que t'es une merde. Puis disais-tu, quand il en a parlé, j'ai pas vu l'épisode encore, mais est-ce qu'il était-tu affecté? As-tu été affecté quand même? Oui, il a été... J'ai l'impression que tout le monde qui vit des scandales de même sont affectés. Tu peux pas être... Surtout, lui, il est pas très connu du grand public. Fait que, tu sais, il y a ses fans, mais monsieur, madame, tout le monde qui lit le journal, la première fois qu'ils ont entendu le mot FAF ou le nom FAF, c'est en lisant qu'il
qui fait des jokes de viol. Mais les jokes qu'il mettait dans le journal, c'est tous des excellents gags. C'est son show au Magog, tu bien été finalement? Ouais, super bien été. Il y a eu 3 personnes qui sont allées manifester, puis sont parties pendant le show, puis ils ont laissé leur pancarte. OK. Fait que c'était... Mais moi, l'affaire, j'y disais que je trouvais vraiment cool pour lui, c'est que l'article, c'était... Il dit des affaires qui n'ont pas de sens, c'est dégueulasse, comme... Puis là, il citait des jokes. Puis lui, vu que c'est des liners super courts, quand tu les lis, ils sont drôles. Ils sont même plus drôles en les lisant. Tu sais, comme il y avait un de ces gags, c'était... mon médecin m'a dit qu'il allait appeler la DPJ pour leur dire que j'ai fait à mon fils. Puis j'ai dit, hey, même eux autres ne seront pas capables de le réanimer. Qui est un excellent gag. Mais là, le journaliste a écrit, ça nous rappelle la fillette qui est morte l'année passée à Granby. C'est comme, voyons, tabarnak, ça rappelait ça à personne. Sauf avant toi, que tu le dises. Puis là, tout le monde fait le cheap, ils sont comme, câlisse, c'est vrai que c'est pas cool. T'as-tu vu la conversation? Peut-être que je suis retombé là-dessus récemment. J'ai l'impression que je l'avais déjà vu. Fait que je sais pas si c'est nouveau, mais la conversation entre les 2 féministes qui se parlent puis qui parlent de ton show. T'as-tu vu ça? Oui. Comme sur Messenger, il s'écrit Judith Lucier. Puis, c'est ça, Urbania. Urbania. C'est un article d'Urbania. Ou je l'ai revu récemment? C'était... il a popé récemment. Moi, je l'ai vu, je l'ai lu au complet, genre avant-hier. C'était à l'époque que j'avais fait ma première de mon show. Fait que, mettons... peut-être mois de mars. OK. Mars-avril. Je trouve ça vraiment hyper intéressant, cette conversation-là. Puis je trouve que c'est tout à fait juste. On dirait que c'est une lecture vraiment précise et juste de c'est quoi ta proposition, puis comment ton show est, puis la sensibilité qui s'en dégage. Puis fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis les deux, ils ont l'air d'avoir trippé sur le show. Moi, une affaire que j'avais commencé à faire il y a une couple d'années, mais pas tant. Mais là, à cette heure, c'est vraiment... Je suis grave là-dessus. Là. Avant, je faisais attention de ne pas faire trop de shows télé, ou quand je faisais des shows télé, j'étais pas trop trash, parce que je me disais, le monde qui vient de me voir, vient de me voir. Mais quand je vais à la télé, c'est comme si j'allais chez le monde. Fait que, tu sais, il faut que je fasse attention. Mais quand les réseaux sociaux sont arrivés, là, en cette heure, tu es capable de prendre des affaires qui sont super privées puis les mettre publiques. Puis on dirait que je n'étais pas prêt pour ça quand c'était arrivé. Fait que là, à cette heure, c'est pour ça que je fais plus rien, sauf le podcast puis mes shows. Tu sais, puis... Tu sais, le monde, s'ils veulent me voir, ils ont full contenu. Tu fais prière, mais prière, c'est pour des artistes que t'aimes, puis t'as ta couleur à toi. Puis... C'est ça. Mais c'est la seule chose que je fais, tu sais. Comme il y avait une des questions, c'est tu ferais-tu la soirée est encore jeune? La réponse, c'est non, puis pas parce que, tu sais, je les avais insultés, les gars, mais c'était parce que j'étais sous, là. Mais... Tu sais, j'ai rien contre les gars, mais ça me donne rien. Pourquoi j'irais là-bas dire 3 phrases dans un show de 2 heures quand j'ai mon monde de stick que je rejoins 4 fois par semaine? Exact. On finit ça. Oh, OK. Pour Jean-Thomas, as-tu fini d'écouter The Office? Quels sont ou étaient tes intros préférés de l'émission de Laval-Bélanger? J'ai pas fini parce que j'ai comme switché. En fait, j'ai avancé, mais je me souviens pas, la dernière fois que j'en avais parlé, j'étais rendu où? Mais là, je pense que je suis rendu à saison 6. Je les écoute pas à toute vitesse. Là. Moi, j'aime ça les écouter de temps en temps. Puis, je suis pas comme un clencheux de 8 épisodes back-to-back, là, parce que en ce moment, j'écoute des podcasts audio avant de me coucher. Mais... Donc, mes intros préférés, c'est un peu précis comme question. Je sais pas. Ton top 17. Top 17. Mon personnage préféré, c'est Steve Carell, mais... Moi, mon personnage préféré, comment il s'appelle le vieux qui a clairement déjà tué quelqu'un? C'est Creed. Creed. C'est que je l'aime. Ouais, non, Creed, il est vraiment drôle. Mais Toby qui se fait intimider, puis qui est comme... souvent, c'est lui qui prend la partie patronale, là, qui est comme... je sais pas c'est quoi son rôle, mais il vient comme dire ça, tu peux pas faire ça. Ça, c'était politiquement correct. Ça, t'as été misogyne, t'as été homophobe. Puis
il parle super bas. Ah ouais. Puis il se fait détruire. Lui, il me fait beaucoup rire. Mais Toby, qui est le gars des ressources humaines. Des ressources humaines, oui. Ouais. Qui est un des writers. J'ai vu que les writers... Ah ouais? Mais ouais. il y a lui, il y a le jeune qui est un temple la première saison. Là, comment il s'appelle celui qui a les cheveux noirs, c'est un personnage que je trippe pas tant, mais qui finit par être leur boss, là, qui s'en va dans une autre succursale, puis devient leur boss, puis après ça, il redevient, puis il est comme secrétaire. Ouais, qui est sorti dans l'émission avec le personnage de Mindy Kaling. Ouais, exact, ouais. Ouais. En tout cas, j'oublie le nom de son personnage, mais lui aussi, c'est un des writers. Ouais. Je pensais que Creed en était un, mais finalement, l'autre jour, j'ai vu une photo, puis il m'était trompé. Il était pas là, OK. C'est un tueur dans la vie, pour vrai. Fait qu'ils l'ont pris parce qu'il y avait un passé de tueur. Mais, ouais, là, je suis en train d'écouter... j'ai commencé à écouter hier sur Netflix... sur quoi? Netflix. Sur les gens qui s'embrassent. C'est plein de vidéos de gens qui s'embrassent. Non, c'est Yann qui a mis ça sur Facebook, une suggestion. Ça s'appelle... C'est que j'ai plus de mémoire. Je l'ai commencé à l'écouter hier. Oui, c'est un documentaire. Si c'est Yann, ça doit être un affaire qui a rapport avec RuPaul. Non. J'aimerais ça que Yann y fait. Non, c'est... Who is Gregory ou Attends, je vais le trouver. What is Gregory? Ça se passe en France. C'est un documentaire sur un le petit Grégory. Le petit Grégory. Puis, de toute façon, je peux pas spoiler. Je suis rendu vraiment pas loin. Mais c'est un petit gars qui s'est fait tuer, un petit gars de 4 ans qui s'est fait tuer, mais que ses parents ont été menacés par des téléphones pendant 2 ans. Puis après, hein? Non, juste après. Ben, non, avant beaucoup. Avant, puis après. Puis ça pas arrêté après la mort. Après, la voix a comme dit... Oui, c'est moi, enfin, c'est arrivé, je vous l'avais dit que je le ferais, etc. Puis là, fait que c'est clairement relié à la famille. Fait que là, je suis comme au début, c'est le premier épisode. Mais ça a l'air. L'histoire est vraiment intéressante et glaçante. Moi, j'ai commencé à le regarder lundi. Puis, tu sais, j'étais brûlé. J'avais eu comme 10 soirs de show, là, tu sais. Puis je voulais juste relaxer. Puis là, je l'ai écouté. Puis j'ai fait... je peux pas vivre ça aujourd'hui. Non, ça me prend de l'humour. C'est Who Killed Little Gregory. Ouais, okay. Mais c'est en français, par exemple. OK. Ouais, c'est un document. En fait, ça se passe en France. Ouais. C'est le petit Grégory. Ouais. Mais puis ça se passe en 84, je pense. En tout cas, l'histoire a l'air vraiment à glacer le sang, mais le documentaire a l'air bien fait. Tu vois comme le photographe de l'époque, les policiers qui ont mené l'enquête. On n'entend pas beaucoup la famille. C'est plus les intervenants. Là. Fait que je sais pas ce qui arrive avec la famille. Peut-être que la famille, il y en a peut-être plusieurs qui sont décédés. Remarque, il y avait un certain âge en 84. Là. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Fait que j'alterne, mais The Office, j'aime vraiment ça. Mais je crains quand même le moment où Steve Carell va s'en aller. Ouais. J'ai l'impression que ça va perdre quand même pas mal de saveur. Mais... Moi, ben, aujourd'hui, il y a The Irishman qui sort. OK. Que ça va être malade. Puis, mais moi, lundi, quand j'ai pas regardé le petit Grégory, je suis allé sur Crave, puis j'ai regardé Black Monday, qui est une série humoristique sur le crash en 1987, le crash boursier. Puis j'ai regardé, premier épisode, j'ai fait « Ouais, c'est pas pire. » Deuxième épisode, « Ah ouais, c'est bon. » Rendu au troisième, je trouvais ça cheap. Les jokes, c'était mauvais, ça se pouvait pas. Puis j'ai regardé la saison au complet. Je sais pas pourquoi. J'ai regardé 8 épisodes. En hochant la tête. Mais à chaque fois, je faisais, ouais, tabarnak, ça se pourrait pas, ça. Puis tu sais, c'est le genre de série, ça me faisait chier parce que c'est souvent, ils aiment ça faire, hein, tu le voyais pas venir, hein? Fait que là ils font, OK, moi pis toi, on va fourrer Pierre. Puis après, c'est là, quand on dit, là, Pierre, il dit, non! C'est moi puis Jean-Thomas qui a fourré Mike. Puis là, après, c'est non, on savait que tu pensais ça, fait que c'est nous autres qui t'ont fourré. Puis là, j'étais comme, regarde, là, vous êtes tous mauvais, là. Tuez-vous quelqu'un, asti. Parce que la première scène, tu vois, il y a un des personnages qui meurt, mais tu sais pas c'est lequel. Puis là, tu te demandes tout le temps, ça va être lequel. Puis finalement, à la fin, celui qui meurt, c'est comme n'importe quel film cheap là, ou n'importe quelle série des années 80 qui disait « Hey, manquez pas cette semaine, si quelqu'un dans l'équipe meurt. » Puis tu fais « Ah ouais, c'est le matelot de saison 2, épisode 4. » Ils ont...
Pas là, désolé, tu me le vends mal. Je l'ai un peu spoilé, là, mais tu sais. Comme moi, j'ai vraiment pas aimé In Between Two Ferns de movie. Autant je capote sur la... Ouais, c'est moins bon. Ouais. Mais ouais, non, c'est pas bon. Mais j'avais tellement envie d'aimer ça en plus. Puis il y a des moments... En fait, ce qui est drôle, c'est les previews qui ont été isolés, puis c'est les entrevues. C'est ça, c'est drôle. Mais l'ensemble, tu fais comme, toutes les meilleures bouts ont été isolés, puis c'est les entrevues. En fait, c'est sa marque de commerce habituelle, c'est ça qui est payant, mais tous les bouts un petit peu romancés, fait comme, c'est pas bon. Là. Je veux dire, j'avais envie d'aimer ça, mais... Oui, il y a une affaire que j'ai vue sur Netflix que j'ai vraiment aimé. Moi, je suis plus capable de regarder Seinfeld, Comedians in Cars. Depuis l'affaire de Gad, on dirait que j'ai perdu tout mon respect pour Seinfeld. Mais j'avais regardé l'épisode avec Eddie Murphy, vu que je capote sur Eddie Murphy, puis c'était vraiment bon. OK. Puis après, la semaine passée, j'ai fait « Ah, je devrais checker, voir c'est quel épisode de la nouvelle saison que je voudrais regarder. » Puis dans les bonus features, il y avait un genre de town hall, tu sais, comme une discussion devant le public, une journaliste, genre de NPR, avec Eddie Murphy puis Seinfeld. OK. Puis là, des questions du public. Puis c'était vraiment bon. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Ah ouais, OK. Asti qu'Eddie Murphy, il est charmant. Ben, le lien, c'est d'un bonus de Comedians in Cars? Ouais, tu sais, quand tu fais épisode, puis après tu fais genre trailers and more. OK. Puis c'est en bas. La seule affaire qui est mauvaise, c'est que si mettons, tu payes suppose, après ça, tu repars pas de là, vu qu'ils considèrent ça comme un trailer. OK. Fait que c'est 40 minutes. Fait que c'est quand même long. OK, écoute-le d'une stretch. Écoute-le d'une stretch, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis vois-tu, à Seinfeld, j'ai fait « Ah non, Chris, je l'aime, Seinfeld. » Je vais recommencer à l'aimer. Je l'ai pardonné. Mais ouais. Ben moi, le sitcom Seinfeld, j'étais un énorme fan. Là. Je connais tous les épisodes par cœur. Ouais, moi, j'aimais vraiment ça, mais on dirait qu'il y a eu 1000 affaires qui t'ont gossé de lui. Qui m'ont gossé toutes les... Il y a juste Julia Louis-Dreyfus que j'haïs plus. Que j'haïs pas, excuse. Ouais. Tu sais, il y a eu Jason Alexander, maintenant en entrevue, tu sais, George. Ouais. En entrevue, il avait dit... quand la journaliste il parlait de Seinfeld, il disait « Là, tout le monde me parle de Seinfeld. C'était pas si bon que ça, Seinfeld. J'ai fait ça aussi, ça. » Puis il a essayé de montrer qu'il a fait plein d'autres affaires qui sont super bonnes. Mais Jason Alexander, il a juste fait de la marde. Oh. Parce qu'il n'y a pas d'œil humoristique. Il n'est pas drôle, là, il a juste été chanceux d'être dans une série créée par Larry David. Ouais. Mais sinon, il n'est pas bon. Fait que je chie pas sur Seinfeld. Ben non, sois-en fier, là. Ah ouais, Chris, j'ai été chanceux. J'ai tombé dans... Le rôle d'une vie. Ah ouais, c'est ça. Dans le sitcom qui a changé les sitcoms, puis qui était qui était encore drôle malgré les rires du public. Là. Ouais, moi je trouve ça encore drôle. Mais puis Kramer, tu sais, à le voir crier des affaires assez sur scène, c'est pas cool. Ben lui, Kramer, j'avais un peu déchanté quand j'écoutais les parce que j'ai tous les DVD chez nous, puis les bonus, il y a des bloopers. Puis il y a des entrevues, puis là, je trouvais qu'il s'écoutait parler, puis il avait l'air de se croire. Il était comme hyper imbu de lui-même. Ouais. Puis dans les bloopers, parce qu'il y avait comme une réputation d'être en tabarnak quand le monde partait à rire, puis Julia Louis-Dreyfus, elle avait des fous rires constamment, entre autres parce que Kramer était hilarant. Ouais. Puis tu le vois, ça m'a même surpris qu'il laisse dans les montages des bloopers... Michael Richards, il est en tabarnak pendant le blooper. Fait comme, stay in the scene! Puis il a l'air d'un esti de tueur en série. Puis là, Julia a dit, you're funny! Yes, but stay in the fucking scene! Il a l'air en tilté, genre. Puis fait que quand il a eu il a fait son pétage de coche sur scène pendant un stand-up, pas tant surpris parce que ça avait l'air de ce qui est un peu d'envie. Un gars qui tilte puis qui a une violence, un genre de c'est ça. Tu sais, dans le film Man on the Moon, tu sais, de la vie d'Andy Kaufman, Andy Kaufman allait à un show qui était la compétition de Saturday Night Live qui s'appelait Fridays, puis que
qui décrochait, puis là, il y avait un des acteurs qui l'envoyait chier, puis il était comme, qui criait, c'était in the scene. C'était Michael Richards, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'était Michael Richards, Chris Kirby, Larry David, puis Kaufman. OK. Puis, vois-tu... on dirait, là, je cherche tous mes hosties de noms, vu que c'est tous des noms que ça fait 10 ans que j'ai pas utilisés. Mais j'ai un de mes amis qui s'appelle Dave Landau, qui est un stand-up de New York, Bragg. Puis, c'est le name drop. Who the fuck is that? Pas connu. Mais Dave Landau, à la base, c'est un gars de Détroit. Puis, il m'avait dit, il animait un show. Puis le headliner, c'était Michael Richards, juste avant l'affaire du N-word. Okay. Puis Michael Richards, c'est pas un stand-up. Il n'a jamais fait de stand-up de sa vie. Mais vu qu'il est très connu. Très connu et très drôle comme acteur, il s'est dit, je vais faire du stand-up. Et là, avant de le présenter, il était comme, comment tu veux que je te présente? Hey Michael, comment tu veux que je te présente? Puis là il était comme, on se connaît pas. Tu m'appelles pas Michael. Je suis Monsieur Richards. Sérieux? Okay. Excusez, Monsieur Richards, comment voulez je vous présente? Parle pas de Seinfeld. Tu mentionnes pas Kramer, tu mentionnes pas Seinfeld. Puis Chris, t'as un gars qui a eu un rôle marquant. Ben ouais. Un rôle marquant. C'est pas comme, mettons Guillaume Lepage qui arrive sur scène, tu pourrais pas mentionner... tout le monde en parle. Ou tu pourrais pas mentionner un gars, une fille, ou tu pourrais pas mentionner RBO, parce qu'il y a eu 3 projets qui ont marqué le Québec. Ouais. Mais Bruno Landry, tu mentionnes pas RBO. C'est plus limité. Ouais, c'est ça. Hey, vous le connaissez peut-être il faisait les voix de Rire et Délire. Tu sais? Ouais. Mais Kramer, en fait, ils ont tous essayé. Je pense que la seule qui a fait un sequel qui a quand même levé, c'est Elaine. C'est Julia Louis-Dreyfus avec Veep. Ouais. Puis elle en a fait un autre après aussi. Elle avait juste fait un. Elle en avait fait un qui s'appelait Christine, Life with Christine, quelque chose de même, qui était pas très bon, mais ça a gagné des Emmy. Ouais. C'était à CBS, mais c'était très conventionnel. C'était pas le même ton du tout, là. Non. Mais George, elle est vraiment hilarante. George, son personnage, il est incroyable. Il est parfait, mais son sequel à lui, ça avait été un désastre. Je pense qu'après 6 épisodes, il avait tiré à la plaque. Puis Kramer, c'était un genre d'inspecteur Clouseau, le sequel qu'il avait eu. J'avais plein d'attentes en plus. Puis Christ, que c'était mauvais. Tu vois quand même que quand les textes tellement précieux puis importants dans de la comédie, quand les textes sont pas bons, t'as pas avoir les acteurs du siècle, ça n'a pas de fucking saveur. Il y en a pas. Chris, c'est pas drôle. Puis c'était pas... Tu sais, il jouait totalement Kramer. Il savait qu'il y avait comme ses repères de qu'est-ce qui est drôle, fait qu'il tombait dans ses patterns de Kramer, fait qu'il faisait comme... Puis moi, quand Kramer était trop burlesque, il me faisait pas vraiment rire. Il me faisait plus rire quand il était... le plus critique social. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aimais son côté déconnecté, là, tu sais, quand il veut faire des combats de coq, puis il entraîne un coq qu'il l'appelle le Jerry Seinfeld. J'aimais mieux quand il y avait des... ou quand il s'engage à quasiment burlesque, là, tu sais. Ouais, quand c'était... J'aimais mieux quand il y avait des idées saugrenues que quand il faisait des pirouettes en rentrant dans l'appartement. Ça me faisait un peu décrocher. Je trouvais qu'il jouait pas toujours sur le même ton que les autres, même s'il était efficace. Mais je préférais... Plus les saisons avançaient, plus je trouvais qu'il s'éloignait un peu de son côté burlesque, puis c'était plus... dans sa tête qui devenait de plus en plus éclaté. Moi, ça me faisait bien rire. Là. Mais il y avait l'air... Quand tu vois les reunions où ils se parlent, on dirait que les 3 autres sont plus amis, puis que les 3 autres sont comme... Ils ont une admiration incroyable pour le talent comique de Michael Richards, mais qui n'a pas l'air de faire partie de la clique tant que ça, je trouve. Mais, puis ça, en plus, ce show-là, tu sais, Seinfeld, il a été vraiment généreux avec les acteurs, tu sais. Ben ouais. Puis que la dernière saison, il y avait 1 million chaque par épisode. Ah ouais? Chose qui n'existait pas à l'époque. Par épisode? Par épisode, tu sais. Puis tout le monde, tu sais, au début, à partir de, mettons, saison 4 ou 3 ou 4, Seinfeld avait 1 million, puis après les autres avaient genre 500 000 ou 200 000. Puis lui, il avait décidé, ça va être la dernière année, puis tout le monde a le même salaire. OK. Qui est quand même cool. Ouais, J'ai une question de Carl Blanchette. Okay. Question pour Mike.
Si Éric Salvaille veut faire sa première sortie médiatique via ton sous-écoute en studio, accepterais-tu? Ça, c'est sûr, j'accepterais. Non. Moi, le pire, j'avais pensé envoyer à Salvaille, si jamais tu veux ta première sortie soit à sous-écoute, moi, j'aimerais bien ça parce que j'ai 1 million de questions pour lui. Mm-hmm. Puis. Tu le ferais-tu plus en studio ou en public? En public, ça peut virer freak show. En public, ça peut virer freak show. Mais si je le fais en public, il faudrait que je le fasse en premier show. Mm-hmm. Pour pas être un peu chaud d'ail. Comment ça, tu m'as jamais montré ton pénis? Ouais. Mais tu sais, puis je voudrais, tu sais, je pense, tu sais. Ouais, pour lui, je pense que ça serait bon, puis ça montrait vraiment son côté humain. Je suis fasciné de sa vie et rendu quoi. Mm-hmm. Mais je suis même pas sûr s'il va avoir une première sortie médiatique. Tu sais, vu que Éric Salvaille, il était tellement showbiz, il a donné sa vie au showbiz, puis j'avais entendu dire qu'il était comme fâché, là, que personne ne le supportait. Mm-hmm. Mais en même temps, Chris, tu peux pas supporter quelqu'un qui se fait accuser publiquement d'agression sexuelle. Là, c'est insupportable. Mais j'aimerais ça y parler. Voir son côté de l'histoire, voir ce qu'il va faire. Aussi, il y a eu plein de magouilles avec lui quand ça sortit dans le MeToo, pourquoi que... il y a eu plein de rumeurs, puis là, je ne veux pas tomber là-dedans, là, mais plein de rumeurs il y avait un de ses compétiteurs qui avait appelé le monde pour leur dire « Hey, faites une sortie contre Éric, faites une sortie contre Éric. » Puis personne ne voulait le faire publiquement, fait que cette personne-là a appelé son ancien employé à Vegas, puis il a dit « Regarde, toi, ça fait 1000 ans que tu n'es pas au Québec, tu peux sortir publiquement, puis ça ne change rien. » Puis c'était lui qui avait sorti. Je veux voir, j'aimerais ça qu'il raconte ça. Moi, je peux pas, je peux pas nommer les noms vu que ça devient de la diffamation. Ouais. Mais peut-être que lui, d'un point de vue légal, il pourrait pas non plus. Ouais, non, c'est ça. C'est ça mais il faudrait l'avoir un coup son verdict. Ouais. Je pense que c'est en février qu'il tombe en procès, c'est ça? Oui, fait que ça veut dire qu'il va avoir son verdict dans 4 ans. Oui. En même temps que le tien. C'est long. Oui, c'est long en estime. Mais tu sais, Chris, moi, j'ai été en appel au mois de février. Puis, ils m'ont dit, on va avoir... devrait avoir les résultats d'ici 2-3 mois. Ça va faire 1 an, là, tu sais. Chris, OK. Question de Michel F. Tu l'as peut-être déjà répondu, mais moi, je le sais pas, fait que ça m'intéresse. Qui demande qui a composé l'intro musicale de Sous-Écoute? L'intro musicale de Sous-Écoute, je le sais même pas. C'est Bruno Georget qui a fait le logo, la conception, le mouvement. Je pense que c'est un des... Je sais que pour les nouveaux, c'est un des employés à Bruno. Okay. Fait que peut-être qu'il a acheté un truc libre de droit. La musique, soit il a acheté un truc libre de droit ou il a engagé quelqu'un. Moi, je pense que c'est plus un truc libre de droit. OK. Ou qu'il a acheté. Puis que... Ouais. Parce que sinon, si c'est pas libre de droit, la personne, c'est tellement populaire sous écoute, elle pourrait dire Chris, je peux savoir un peu de j'imagine d'arriver des nouvelles déjà. Là. Puis en plus, mais qu'est-ce qui est plate? Si c'est libre de droit, ça veut dire quelqu'un, mettons comme le gars qu'on a conseillé son podcast, ça peut être. Mais tu sais, en même temps, c'est le genre de tune qui est impossible à voler parce que, tu sais, quand j'avais parti cette version-là de sous-écoute, j'avais dit à Bruno, je veux quelque chose qui fait très talk show années 50, là. Tu sais, du monde qui boive des martinis, puis... tu sais, fait que ça fit pas avant la plupart des podcasts. La plupart des podcasts, c'est plus rock ou hip-hop ou... Ou, ben, moi, j'ai fait une excellente... je sais pas si on va pouvoir récupérer ça, en direct du Voici. Tantôt au début, tu te souviens pas? Oui, c'est vrai. En direct, t'as dit en direct et... En direct du Voici. En direct du Voici, voilà. Je pense que c'était bon. Ta musique pour En route vers Survivor est vraiment bonne.
c'est la musique que tu as choisie là, pour notre En route vers Survivor. Ben, c'est Chuck, en fait, le réalisateur qui l'a choisi. Chuck Norris? Ah, c'est Chuck. Mais il a trouvé une toute libre de droit. OK. En fait. Ouais. C'est qui faisait un peu musique tribale. Là, mais, ouais. Là, on salue Chuck. Salut, Chuck. OK. Je sais pas si tu as une question, vu que là, je viens de voir qu'il y en a eu plein qui sont rentrés depuis le début du podcast. J'aimerais ça peut-être en prendre une de ceux-là. Hot Dog Relish Ananas demande quel programme utilisez-vous dans le cadre de votre travail? Je sais pas s'il parle de logiciel. Moi, j'utilise Emploi Québec. Page. J'utilise le logiciel Pages, Page de Apple pour écrire mes textes. OK. Et quand je veux que tout le monde puisse les lire, je les mets en PDF. Voilà. moi j'utilise YouTube. Oh. Puis, non. Mais d'après moi, il doit parler de les programmes. Le logiciel ici là, pour le podcast. Là. Ah, OK. Peut-être que c'est ça. On va laisser Pierre répondre. OBS. OBS qui est gratuit et qui est, on va se le dire, nul à chier. Ben, il y a des petites explosions. Il y a des petites explosions. Il y a du monde, mais là, c'est parce que nous, il y a 7 caméras. Je sais pas. Moi, je pense OBS, c'est vraiment bon. Tu sais, comme avant To Drink Minimum, on avait ça, la première version qu'on faisait, puis ça marchait super bien, mais tu sais, il y avait 4 caméras un peu cheap. Vu que c'est un logiciel gratuit, c'est fait pour l'équipement qui est pas lourd, mais là, on a des caméras de cinéma. C'est juste too much. Okay. Là, c'est peut-être ça, oui. C'est clair, c'est trop lourd pour ce qu'OBS peut supporter. Ouais, c'est peut-être, ça. parce que Yann utilise ça, lui, puis ça marche bien. Mais tu sais, il n'y a pas 50 caméras, Yann, non plus. Là. Mais Yann n'a pas OBS. Ah non, il n'y a pas OBS? Non. J'ai parlé à Michel ce matin, puis il me disait qu'il y avait OBS. Okay. Non. Yann, j'avais payé 15 000 pour son kit. Oh, tabarnak, OK. Ben, mes amis, moi, ils utilisent Premiere puis Avid. Avid. Mais ça, c'est des logiciels de montage. Ça, c'est des logiciels. Parce que là c'est pour du live. Pour l'aiguillage live. Ben, du streaming live, puis de l'aiguillage live. Nous autres, c'est quoi celui qui est gros puis qui était bien en mode il y a une couple d'années? Photoshop? En tout cas, je m'en rappelle pas, mais c'est ce que toutes les le monde qui font du web live, les gros utilisent. OK. Bon. Hey, OK. La mère de Michel qui a perdu son chat. Mm-hmm. La mère Michel qui a perdu son chat. OK, je pensais que c'était la question. Non, c'est son username. Moi, je pensais que c'était la mère à Michel Grenier qui a perdu son chat. Comme Chris, elle a un chien, il me semble. Qui demande si tu as un gâteau et pénis devant toi et que tu dois en manger un et te mettre l'autre dans les fesses, lequel tu choisis et pourquoi? Répète, excuse, je suis en train de lire. Excuse, tu peux-tu répéter? Si tu as un gâteau et pénis devant toi et que tu dois en manger un et te mettre l'autre dans les fesses, lequel tu choisis et pourquoi? C'est une question drôle, ça. Ben oui. Moi, j'imagine que c'est pas tant sérieux. Mais... Non, mais moi, je pense que ce serait le gâteau dans les fesses juste pour l'anecdote. Okay. Tu sais, puis pour vrai, j'aime mieux sucer un pénis que d'avoir un pénis dans le cul. Puis je suis diabétique. Fait que je sais que le gâteau dans la bouche, ça va affecter mon taux de sucre. Dans les fesses, il n'y a aucune preuve scientifique. Fait que peut-être que je vais découvrir tabarnak, c'est aussi délicieux. C'est zéro engraissant. Pas vrai, ça doit être zéro engraissant, un gâteau dans les fesses, vu que ton corps l'absorbe. Tu sais, il remonte pas à l'estomac. Ouais. T'as un peu de glucides. Moi, je pense que j'aurais la même réponse que toi, hormis la notion de diabète. Je pense que j'aurais la même réponse que toi. Je pense que je mettrais le gâteau. Donc, c'est unanime, gâteau dans le cul. Ouais, c'est unanime. Non, moi, je mettrais le pénis dans le gâteau. C'est réglé. Mais je pense que c'est unanime, c'est qu'on n'aime vraiment pas le gâteau. Mais moi, puis tu sais, sucer j'ai l'impression, un cul, une graine d'un fesse, si, mettons, un moment donné, t'es comme, oh, Chris, là, je suis peu à l'aise, c'est plus tough à contrôler, tandis que là, tu peux arrêter et faire, OK, un petit break. C'est assez. Ouais, un petit break. Ben, tu sais. Besoin d'une interlude. Ouais. All right. Pour Jean-Thomas, combien as-tu lancé de tomates cerises
pendant la tournée de ton spectacle, soulever des cornélieux. Oh, Chris, une nasty batch. Et là, c'est une question de GD. C'est avec le recul, c'était du gros crise de gaspillage, cette affaire-là. Parce qu'il y avait un bout où je sortais des genres de gros bonhommes de Warrior, je sais pas quoi, puis je faisais comme une dramatisation de, mettons, il me semble que il y en a un qui était moi, puis l'autre, c'était quelqu'un qui m'aime pas, mettons. Puis là, à la fin, je me fâchais, puis je lançais des tomates cerises. Fait que je lançais des tomates cerises sur le bonhomme, sauf que ça finissait que c'était toute la foule qui recevait. Ah ouais. C'était des petites tomates cerises. Fait que j'achetais un petit casseau de tomates cerises avant chaque show. Puis j'ai garoché, puis il finissait par aboutir au sol. T'as fait combien de shows de cette tournée-là? Mettons que je n'ai fait 115. Fait que 115 fois puis fois, il fois doit 10. avoir... Dans un cup, il doit avoir plus que ça. Ouais, mais j'ai garoché pas tout. Là, quand tout le monde avait compris le gag, puis le rire fade out, je pitchais pas toutes les tomates cerises. Puis après ça, je faisais comme une chorégraphie où je chantais « C'est le bout du show où Jean-Thomas ramasse des tomates cerises ». Parce qu'il y en avait comme plein sur scène. « C'est le bout du show où Jean-Thomas ramasse des tomates cerises ». Fait que ça veut dire que t'en as lancé, mettons, 11 500. Ouais. Ouais, 10-12 000. T'as peu. Mettons 10 fois 150, plus 1500. OK. Mettons que j'ai fait 150 shows, je l'ai lancé 10. Ça fait 1500. Ah ouais, moi, je calculais 100. 100, ouais. Ah ouais. Je calculais 100 fois 115. Ouais, non, tu l'as échappé. Ouais, je l'ai échappé échoué totalement. Ton cours de maths. Totalement. Mais ouais, fait que c'était quand même du gaspillage de tomates cerises pour des gens qui ont faim dans le monde. J'ai un petit peu de remords avec le recul, mais le gag marchait bien. Mais tu sais, l'humour au-delà de la famine. Quand t'as faim, une tomate cerise, fait pas grand-chose. C'est pas super rassasiant. Non. Tu ne nourris pas grand monde avec ça. Là. Vous voulez me faire déculpabiliser, c'est ça? Exact. C'est gentil. Vous êtes des bonnes âmes. Je sais pas pourquoi. Tu m'as dit 10, puis là, j'ai fait, OK, 115 fois 100... Ça fait... Je sais pas pourquoi. C'est parce que tu deviens nerveux dans un podcast. C'est comme quand on joue à Tabou. Tu mènes 3-0 puis t'es sur le bord de gagner parce que c'est un 4 de 7. Tu deviens super nerveux puis là, Pierre te remonte. Fait que... Hey, là, ça fait... Je sais pas si ça fait combien de temps. Ben là, ça fait 50 minutes. Fait puis que l'autre, c'était 30 quelques à peu près. Là. OK, fait qu'on a... On a un podcast. On a un podcast. Moi, si tu veux qu'on finisse là-dessus, je t'ai comme écrit un petit quelque chose. OK. Il n'est même pas au courant en plus, puis personne n'est au courant. Un poème? Vous faites blindsider. Non, en fait, c'est parce que tu es en nomination pour l'Olivier de l'année. Ouais. Puis je t'ai écrit un puissant plaidoyer d'incitation au vote en faveur de Mike Ward pour l'Olivier de l'année. OK, ben merci. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Parfait. Chers fans de sous-écoute et de vous-écoute, si vous votez pour Mike Ward, je vais vous donner des pommes. Des bonnes pommes. Des pommes sorties du frigo. Froides et fermes. Comme le cul de Mike dans une glacière. Il devient froid et ferme. Sinon, il est chaud et mollasse. À l'extérieur d'une glacière, les bourrelets du cul de Mike sont chauds. Chaud pas dans le sens d'excitant, je parle de température. Je parle d'un cul fiévreux. Un cul fiévreux au point de faire éclater un thermomètre. C'est entre autres pour ce cul mou et fiévreux que Mike mérite votre vote. Mais pas juste pour ça. Mike mérite l'Olivier de l'année et vous le savez aussi bien que moi. Il étale sa vie devant vous sans filtre 4 fois par semaine. Une vie crissement sans intérêt. Mais il l'étale quand même, généreusement et sans orgueil. Il pense que ses tribulations et ses accidents de triporteur nous intéressent. Parlez-moi d'un homme déconnecté de la réalité. Il pense qu'on rit avec lui et non qu'on rit de lui. Ben voyons donc. 90% des likes sur YouTube sont des likes de pitié. Pauvre petit, il roulait à 9 km/h sous en triporteur et il est tombé. Si je mets un thumbs down, il va me rejeter en dépression, ce monsieur-là. Un monsieur de 46 ans qui bêche en triporteur est en nomination pour l'Olivier de l'année. Juste ça me semble une bonne raison pour aller voter pour lui. La principale raison pour laquelle il est en nomination pour l'Olivier de l'année, c'est pas pour son show noir ni pour sous-écoute, c'est parce qu'il a crashé le triporteur d'un handicapé. Sérieusement, allez voter pour mon ami que j'aime. Avec En route vers Survivor, sous-écoute et vous-écoute, je fais grosso modo 10 heures de podcast par mois avec lui et je peux vous affirmer 2 choses avec certitude. 1, c'est probablement l'humain avec la meilleure répartie comique au Québec. Et deuxième chose, je comprends maintenant pourquoi il voulait qu'on ait une table pour les vous-écoute en studio. C'est parce qu'il fait constamment du feet flirting en dessous de la table. Il a la réputation de ne pas aimer toucher et se faire toucher un paquet de menteries. En ce moment même, il y a le petit pied baladeur. Avant chaque épisode, il me dit « Oublie pas d'enlever tes souliers, là! »
Puis je le fais parce que c'est mon ami. Qu'est-ce qu'un... excusez, je le lis mal, ce bout-là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un ami qui veut garder sa réputation de pas aimer les contacts physiques, mais qui, sournoisement, avec son gros orteil, te fait des petits chatouillis sous ta palme de pied? Fait qu'allez voter tout de suite. Il y a le lien pour le vote sur sa page Facebook. J'espère que tu vas gagner. Mike, tu le mérites. Tu es généreusement tombé en triporteur pour nous cette année. Tu nous donnes 100 bons sens pour tes fans. On t'aime. Et les gars de Two Drink Minimum se joignent à moi pour te dire, Mike, lâche-nous les pieds. Sérieux, c'est trop. Parce que les autres aussi le subissent en dessous de la table, il suffit de flotter. Ben merci. Me fait plaisir. Allez voter pour Mike. Es-tu allé voter pour Mike, Pierre? Ben oui. OK. C'est fait, pour vrai. Okay. Qu'est-ce qui est le fun? Ça va sortir, cet épisode-là, début janvier. Ouais. Fait qu'oubliez pas, créez-vous une machine à voyager dans le temps et votez souvent. Les gens vont voter pour 2020. Les Patreons peuvent voter. Je peux être en nomination chaque année. Oui, c'est ça. Exact. Mais les Patreons, en ce moment, sont combien qui l'écoutent live? Mettons qu'ils sont 220, ça fait 200 votes de plus pour Mike. Exact. S'ils sont pas paresseux. C'est avec ça que je vais gagner. Moi, je pense, 220 fois un vote, ça veut dire que je vais avoir 6000 votes. Les calculs. Hey, fait que, ben merci. Chris, c'était très drôle. Puis, ça a été écrit en 1 heure ce matin, mais c'est de bon cœur. C'est pour ça que t'es arrivé en retard. J'ai un petit peu botché Ouais, je suis arrivé deadline parce que j'avais comme ça à écrire, je trouve ça bien important. J'ai un peu botché la lecture de la fin, mais au moins t'as le cul fiévreux. As-tu déjà eu une mononucléose que du cul? Non. Ah ouais, moi j'ai déjà eu ça. Mon père m'avait mis un thermomètre, il m'a dit que c'était une mononucléose que du cul. On va régler ça en rentrant du gâteau. C'est ça. Merci tout le monde de nous suivre. Hey, puis pour ceux qui regardent live, on repart un épisode dans 5 minutes. Qui va sûrement exploser. Après 20 minutes. Ça va chier dans 10. Merci. Yes.